Nous sommes le 23 février 2022, il est 14h30 à peu près, je pense. Donc on va mener l'entretien sur les questions en rapport avec l'histoire de l'information, plus précisément sur les périodes que vous connaissez mieux, donc 18e et 19e siècle. Oui. Donc de manière générale, ça va être sur l'histoire de l'information, en France, bien entendu, avec une ouverture, comme on vous l'a expliqué, sur l'évolution des médias dans notre période contemporaine, donc plutôt au XXIe siècle, les médias de masse et puis aussi l'édition. D'accord. Alors, en préambule, alors, il y aura 3 axes à cet entretien. Donc, premièrement, un axe davantage sur l'invention de la catastrophe au XVIIIe, rapport à l'ouvrage que vous nous aviez conseillé, donc, qui a été écrit par, alors j'ai pas les prénoms, mais Mercier-Febvre et Thomas, donc en 2008, donc ouvrage assez récent. Et justement, ils reviennent dans cet ouvrage sur l'arrivée du terme catastrophe dans le langage courant, qui a avant été davantage un mot utilisé dans le théâtre, notamment. Et donc au XVIIIe, l'utilisation de ce vocabulaire va plutôt être donc utilisée dans un autre sens. Et donc ma première question par rapport à ça, pour quelle raison pourrait-on dire que le XVIIIe siècle est justement le siècle où la presse joue un rôle important dans la... Alors pardon, pour le coup ça n'a pas un rapport direct avec la catastrophe, donc je vais plutôt poser sur la catastrophe. Pour quelle raison les historiens ont-ils pu dire qu'au XVIIIe, on invente le terme catastrophe? Alors on n'invente pas à proprement parler le terme qui existe déjà, mais on le change d'usage, on le déplace d'usage pour désigner des phénomènes qui sont des phénomènes en général naturels, extrêmement brutaux, et qui pendant longtemps ont été considérés avant tout comme des traductions, des marqueurs de la colère divine. Voilà, donc des traductions de la colère divine sur le monde humain, tremblements de terre, incendies, inondations, peste, contagion, voilà, ce genre de choses. L'évolution du vocabulaire transcrit une prise de conscience, une évolution dans la perception de ces phénomènes. Ici, on reprend un vocabulaire qui est un vocabulaire qui vient effectivement du monde littéraire, mais aussi du monde du théâtre, c'est-à-dire d'un monde finalement voulu par l'homme, construit par l'homme, mis en scène par l'homme. Donc récupérer le terme catastrophe, c'est à la fois enregistrer, maintenir le caractère brutal et potentiellement dévastateur de ces phénomènes, mais c'est en même temps envisager la possibilité pour les êtres humains de, jusqu'à un certain point, les maîtriser, les contenir, les réparer, voire potentiellement les prévenir. On n'est plus uniquement dans l'ordre de la colère divine face à laquelle la seule réponse possible est normalement la prière et la repentance pour obtenir que Dieu arrête sa colère. Quand on passe dans le régime de la catastrophe, ça n'est pas une manière de réduire ou de nier l'impact potentiellement effectivement cataclysmique en termes démographiques de certains accidents, mais c'est envisager que les êtres humains peuvent avoir une certaine prise dessus. Voilà. Donc c'est une perception qui s'inscrit dans le discours des Lumières, dans le discours du progrès, avec l'idée que par le progrès de la raison, en regardant de manière rationnelle un certain nombre de faits, et en progressant dans le domaine scientifique, on peut, peu à peu, réussir à comprendre certains événements, certains mécanismes naturels, et on peut, disons, peut-être pas encore les contrôler, parce qu'il y a toujours l'idée de la puissance divine qui reste supérieure, mais intervenir dessus quand même relativement. Est-ce que justement, il y a un événement en particulier où le terme est davantage apparaît vraiment sur les imprimés? Est-ce que c'est la peste de Marseille en 1720 où on va commencer à parler de catastrophe, ou c'est plus tardif? Non, ça ne sera pas tellement sur des phénomènes de type contagion, des phénomènes de type sanitaire. Ça sera plus sur des phénomènes brutaux, du type
pour nous, ce qu'on appelle nous aujourd'hui des catastrophes naturelles. Donc tremblement de terre, incendie, inondation, le tremblement de terre de Lisbonne, évidemment au milieu du XVIIIe siècle. Voilà, ce genre d'accident très brutal. La contagion, c'est pas une façon de dire que la contagion, l'épidémie, n'est pas perçue comme un immense malheur, mais ça n'entre pas exactement dans le même registre, parce que même si les résultats globaux démographiques peuvent être absolument dramatiques, ça n'a pas le même caractère brutal, ponctuel, inattendu. La contagion, on la voit arriver. Je veux dire, il y a les premiers cas que l'on détecte, il y a le soupçon, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est la peste? Est-ce que c'est autre chose? On voit la contagion qui se répand, est-ce qu'on prend des mesures, etc. Il y a quelque chose qui s'inscrit davantage sur la durée. Donc, même si on reconnaît le caractère dramatique, aujourd'hui nous dirions catastrophique, voilà, de ces épisodes sanitaires, c'est pas vraiment dans le domaine de la santé publique qu'on va d'abord et prioritairement parler de catastrophe. Les caractéristiques, justement, le fait qu'on soit face à une crise épidémique plutôt, ou alors à un tremblement de terre, va certainement changer aussi la manière dont la presse, alors on va parler plutôt de gazette à l'époque, d'imprimer donc en feuillet, quelle va être justement la différence de traitement médiatique, si on peut utiliser ce terme, entre l'épidémie de peste de 1720 à Marseille. Qu'est-ce qu'on va avoir le droit de dire en fait sur cette épidémie, jusqu'à quelle limite, et puis donc comment plus largement l'information se transmet alors, dans la région de Marseille et puis plus largement peut-être à Paris sur ce que vous connaissez. Là il y a plusieurs niveaux de questions. D'abord en termes de presse, il faut savoir qu'il existe deux types de presse et que en ce qui concerne justement ces phénomènes naturels et extrêmement brutaux et dévastateurs pour le genre humain, les deux types de presse sont concernés. Le premier type de presse qui a existé et qui naît dès la fin du XVe siècle, donc finalement assez peu après l'invention de l'imprimerie, est en fait ce sont des feuilles d'information occasionnelles. Donc on n'est pas encore dans de la presse périodique, ce sont des bulletins qui font en général 8 à 15 pages et qui sont imprimés rapidement pour diffuser une information sur un événement important, sur une circonstance importante. Ça peut être un événement politique, mais justement, ça peut aussi être un de ces grands événements naturels, ce qui, je dirais, un fait divers de grande ampleur. Donc, un orage cataclysmique, un incendie, un tremblement de terre, va tout à fait trouver sa place dans ce type de presse occasionnelle. Et cette presse occasionnelle qui connaît une très large diffusion, parce que elle n'est pas très coûteuse, elle est diffusée par colportage, elle est diffusée à la fois dans les centres urbains, mais aussi en partie dans le monde rural, avec un lectorat qui est un lectorat assez diversifié et mêlé. Cette presse joue sur deux types de langage, de discours. D'abord, on promet toujours que ce qu'on raconte dans cette presse est absolument véridique, toujours. Et à côté de ça, c'est le langage de l'extraordinaire, du miraculeux, du dévastateur, de l'incroyable, du terrifiant, voilà, avec un langage toujours hyperbolique. D'où l'intérêt justement de ces faits divers extraordinaires qui permettent de développer un discours sensationnel. Et dans ce type de presse qui existe dès la fin du XVe siècle et qui dure jusqu'à la fin du XIXe siècle, c'est la presse qui a imprimé mais qui a eu la plus longue durée d'existence, ce discours du sensationnel reste encore, non seulement au XVIe, mais au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle, encore fortement associé à un discours justement de la volonté de Dieu et de la puissance divine. Voilà. Donc le grand incendie, l'orage dévastateur, le tremblement de terre restent bien présentés comme étant des signes de la colère divine. Donc cette presse est largement diffusée et elle continue à exister sur toute la période. Maintenant, comme elle est centrée sur des événements qui sont des événements relativement localisés dans le temps, elle n'aborde que assez rarement les questions de contagion, qui, comme je l'ai dit, ont tendance à se dérouler sur la durée.
Parce que la contagion, justement, sauf quand on a vraiment une flambée épidémique très brutale de quelques semaines dans une ville, la contagion s'étend sur trop de durée pour que ça soit intéressant pour ce type de presse. Donc elle a un discours du sensationnel. À côté de ça, il y a la presse périodique, qui est donc née en France à partir de la Gazette, hein, en 1631. Et la Gazette a immédiatement été, monopolisée par le pouvoir politique, hein, qui a offert à l'éditeur de la Gazette, Théophraste Renaudot, à la fois une position privilégiée en délégitimant et en interdisant ses concurrents, parce qu'en fait en 1631 il y avait 3 journaux qui étaient nés, hein, à quelques semaines d'intervalle. Donc il y en a 2 qui ont été interdits, la Gazette a été maintenue, seule autorisée par le pouvoir, donc dans une position de monopole extrêmement confortable et lucrative, hein, en échange de quoi, évidemment, l'éditeur de la Gazette a accepté que le pouvoir contrôle son contenu. Ce qui va se traduire dans la Gazette comme, en fait, dans une large partie des gazettes européennes, parce que ce phénomène n'est pas propre à la France. Hein. Voilà. Les gazettes en Europe ont un modèle d'information qui est un modèle assez proche d'un pays à un autre. Ce modèle d'information, c'est un modèle d'information, donc d'information autorisée, filtrée, et en termes de discours, ça ne se traduit pas simplement par les sujets dont on parle ou dont on ne parle pas, évidemment, mais ça se traduit aussi par une forme de discours qui est une forme de discours très factuel et qui justement prend le contre-pied de cette presse périodique qui existait déjà et qui jouait sur le sensationnel et qui avait beau s'affirmer comme véridique, on savait très bien que dans un bon nombre de cas, il y avait des exagérations, voire plus ou moins des inventions, on avait brodé sur tel ou tel événement. Et les gazettes périodiques, hebdomadaires d'abord, puis bi-hebdomadaires, justement, ont un discours qui se veut un discours, certes, contrôlé, officiel, mais en même temps un discours garanti. Et un discours neutre, factuel. On vous donne les faits, rien que les faits. Donc, sans mise en perspective, sans commentaire, et juste des éléments d'information qui, parce qu'ils sont sur ce support, donnent une certaine garantie. Alors, ça va entraîner le fait que, quand on va y traiter des contagions, alors d'abord, on va davantage traiter des épidémies dans les zones extérieures au Royaume de France, dans la Gazette de France, que des épidémies intérieures au Royaume de France. Parce que l'épidémie est forcément un phénomène avec des impacts sociaux, économiques, politiques, difficiles à gérer. Et donc, le pouvoir, les autorités publiques, de toute façon, sont un petit peu prudentes sur ce que l'on peut en dire dans la presse. Donc, on va moins parler, de toute manière, dans la presse, des épidémies en France que des épidémies extérieures. Mais même quand on parle des épidémies extérieures, on va être très prudent sur le vocabulaire, à la fois parce qu'il y a quand même une part d'incertitude scientifique. Aujourd'hui, les maladies, on les identifie par la microbiologie. Voilà. À l'époque, on n'en était pas encore à ce niveau-là. Donc il y avait un certain nombre de symptômes, sauf que ces symptômes, on ne les identifiait pas tous précisément. Donc quand on commençait à voir des cas apparaître, il y avait des débats entre les médecins. Des débats entre les médecins, est-ce que c'est la peste? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce que ça serait une variole? Est-ce que ça serait une dysenterie? Est-ce que ça serait un choléra? Est-ce que ça serait... Voilà, on n'était pas très d'accord sur les définitions des uns et des autres, sur les symptômes des uns et des autres, surtout que la peste en elle-même, elle a déjà 3 formes, je crois, différentes médicalement. Donc, il y avait des hésitations médicales et les procédures, disons, de lutte contre la peste étaient déjà mises en place depuis la fin du Moyen-Âge, depuis la Grande Peste qui avait ravagé l'Europe au XIVe et XVe siècle. Donc on avait déjà mis en place un certain nombre de procédures, clôture des murs, enfermement des malades chez eux, puis on les mettait à l'écart, enfin voilà, des mesures qui étaient des mesures pour protéger la collectivité face au risque de contagion, mais qui étaient des mesures socialement et économiquement extrêmement pénalisantes. Donc tant qu'on n'en était pas sûr,
ben, on ne prononçait pas le mot de peste, tout simplement. Donc on évoquait des contagions, voilà. On repérait une contagion, des phénomènes contagieux, des contagions, ici ou là. Le mot peste est en fait peu employé dans la presse. Quelques autres maladies peuvent être parfois évoquées, mais là encore, on est très prudent sur le vocabulaire médical précis, parce que justement, quand on identifie certaines maladies, on sait que cela implique de mettre en place à la suite des procédures qui sont des procédures lourdes, très impactantes pour la société, qui peuvent aussi provoquer des mouvements de panique dans la société. Voilà. Donc, on sent que dans cette presse qui est une presse d'information et qui ne veut justement pas s'avancer sur un terrain, ne veut pas jouer sur le sensationnel, ne veut pas jouer sur la dramatisation, eh bien, on préfère être prudent. Voilà. Est-ce que, alors je reprends la question, ce que tu m'as suggéré tout à l'heure, par rapport à cette peste donc de Marseille qui est tout à fait dévastatrice et qui est donc à ma connaissance la dernière peste en Europe. Oui, la dernière grande peste en Europe. Alors il faut bien comprendre qu'en fait elle n'est que le dernier avatar, la dernière phase d'une peste qui en fait a ravagé l'Europe pendant une dizaine d'années. Il faut comprendre que cette peste, cette dernière grande peste européenne, elle commence vers 1709-1710 en Europe du Nord, sur les bords de la Baltique. Et c'est dans le contexte à la fois de la fin de la guerre dite de succession d'Espagne et de ce qu'on appelle aussi la guerre du Nord, qui implique notamment le roi de Suède, que cette peste s'est mise à circuler sur les bords de la Baltique, et puis on la suit à travers la presse et à travers d'autres informations. On la voit descendre vers l'Allemagne, on la voit vers l'Europe centrale, on la voit atteindre l'Empire ottoman, qui, je vous le rappelle, avance jusqu'en Europe centrale, assez profondément, puis atteindre la Méditerranée, et par là, au bout de 10 ans, finir par arriver dans le port de Marseille. Donc en fait, cette peste, elle n'est pas arrivée comme ça, c'est une contagion qui a circulé en Europe avec un impact dans certaines régions d'Europe du Nord, dans certaines régions de ce qui est aujourd'hui la Pologne, les Pays-Baltes, l'Allemagne du Nord, qui a été absolument catastrophique dans certaines régions, mais dans les années entre 1710 et 1712. Voilà. Alors par rapport à la gestion de la crise en elle-même, oui. Donc là on est dans un état qui est beaucoup plus centralisé à cette période donc au début de l'époque moderne. Est-ce qu'il y a donc quels sont vraiment les changements véridiques qu'on peut observer dans la gestion de la crise à Marseille par rapport justement aux précédentes contagions? Comment se met en place, on va dire, l'appareil d'État, si on peut parler comme ça? Alors il s'est mis en place relativement tardivement quand même, en partie parce que les autorités marseillaises et les médecins marseillais, d'abord ont eu des débats, des hésitations, s'agissait-il ou non de la peste, on n'en était pas certain, et comme je l'ai dit, étant donné l'impact potentiel de la déclaration de peste, de la publication officielle de la peste, on hésitait. Et les débats médicaux se faisaient dans un contexte de pression aussi de la municipalité et disons des puissances économiques qui pesaient sur les médecins pour leur dire soyez bien sûrs de vous avant de prononcer le mot peste, parce que sinon, faudrait pas annoncer une peste alors que ce n'est pas réellement le cas, et entraîner une crise économique majeure pendant 2 ou 3 ans, parce qu'il faut bien comprendre que si la peste est déclarée dans un port comme Marseille, ça veut dire que le port cesse de fonctionner pendant 2 à 3 ans. Voilà. Donc, au début, il y a les premiers cas, certains médecins disent c'est la peste, attention, voilà, on sait qu'elle est déjà dans certaines régions de l'Empire ottoman, on sait qu'elle est déjà dans certaines régions méditerranéennes, donc certains l'identifient comme telle. D'autres ne sont pas certains, et ces médecins subissent des pressions, à la fois de la municipalité de Marseille et, disons, des milieux marchands de Marseille. Donc il y a eu du retard dans la déclaration de la peste, il y a eu des hésitations, et puis donc ça explique pourquoi l'action centrale gouvernementale n'a pas été immédiate, et puis il y a aussi le fait qu'on avait l'habitude, de toute manière, de gérer ces questions à l'échelle locale, à l'échelle municipale, prioritairement. On avait un arsenal de mesures à mettre en œuvre
à l'échelle municipale. Donc dans un premier temps, l'État n'a pas éprouvé le besoin d'agir, en tout cas d'agir à partir du centre. Il y avait de toute façon des représentants de l'État sur le terrain, l'intendant de la province, qui était là, je dirais, pour inciter la municipalité de Marseille et les autres municipalités d'Aix-en-Provence et des autres villes provençales à agir, à essayer de s'informer, faire bouger les choses, peser dessus. Mais au départ, il n'y a pas de décision centrale qui est prise. Les textes législatifs et réglementaires qui ont été pris à la fin de l'année 1720, alors qu'en fait, le phénomène, justement, avait dépassé le cadre purement local du port de Marseille et des lieux proches, et était en train de prendre une dimension régionale, avec un risque à ce moment-là de contamination qui pouvait atteindre une large partie du territoire français. D'accord. Donc il n'y a pas eu de... Il y a une question que oui. tu voulais poser. Ouais, pour revenir au terme catastrophe, et notamment à son évolution historique, dans le concept, quoi, dans la sémantique, est-ce qu'on retrouve cette évolution conceptuelle dans d'autres termes? Je pense notamment à la Révolution, qui est un terme qui va prendre un sens politique majeur justement au XVIIIe siècle. Qui vient aussi des milieux plus ou moins littéraires, Beaumarchais, alors c'est peut-être plus postérieur, mais... le terme révolution vient des milieux scientifiques. Voilà. La révolution, au départ, c'est la révolution des astres. Voilà, les astres qui ont ces mouvements circulaires dans le ciel. C'est ça, la révolution. Et donc, le terme révolution vient de ce milieu scientifique. Il prend un sens politique dès la fin du XVIIe siècle et le XVIIIe siècle, avec un certain nombre de travaux historiographiques sur les révolutions de l'histoire de tel pays, de telle nation, etc. Qui signifient, disons, des accidents, des retournements et des transformations importante et brutale dans la vie politique de ces États. Donc ici, il y a aussi récupération d'un terme d'un autre champ lexical pour l'adapter à un nouvel espace. Disons que c'est un phénomène linguistique que l'on trouve, ce qui n'est pas effectivement unique. Très bien. Ouais. Tu as une question sur... J'ai une question effectivement sur l'épidémie provençale, la peste de Marseille, et sur la façon dont elle a été qualifiée, pour faire aussi le lien avec un objet beaucoup plus récent qui est le coronavirus. Est-ce qu'à un moment donné, la mobilisation de l'État centralisé, maintenant l'État moderne, durant la peste provençale, est-ce que cette mobilisation a entraîné le fait qu'on ait qualifié à un moment donné d'état de guerre la peste de Provence et les mesures qui ont été prises d'un confinement d'une région tout entière? Est-ce que l'état de guerre a été prononcé, proclamé? Est-ce que le terme de guerre était employé pour autre chose que pour des conflits militaires à l'époque? Je ne pense pas. Alors je précise d'abord que je ne suis pas une spécialiste de la peste provençale, même si j'ai lu un certain nombre de travaux dessus. L'historiographie sur le sujet a été récemment renouvelée, car avant même le contexte du Covid, évidemment, dans les universités méridionales, on avait pensé à la célébration, entre guillemets, mémorielle de cette grande peste. Donc il y a un certain nombre de travaux qui ont été engagés dans les dernières années par des historiens sur la peste de Marseille et sur la peste provençale. Il y a eu des travaux sur la gestion à Aix-en-Provence, etc. Voilà. Donc je ne suis pas une spécialiste. D'après ce que j'en ai pu lire, votre question elle est tout à fait intéressante, mais il ne me semble pas que ce registre de vocabulaire ait été utilisé. On est dans un registre de vocabulaire qui est un registre de vocabulaire qui est celui de la protection, pas un registre de vocabulaire de la guerre. La guerre reste bien la guerre que l'on mène contre des ennemis humains,
alors qu'ils peuvent être des ennemis extérieurs ou des ennemis intérieurs dans le cas d'une guerre civile, mais on ne mène pas encore la guerre contre des phénomènes naturels ou contre, disons, des nuisibles, comme pourraient l'être des prédateurs ou des choses comme ça. Non, il ne me semble pas que cette notion de guerre, même si, pour confiner la région provençale et la couper du reste du royaume, mettre en place la ligne, le cordon sanitaire, on a utilisé des moyens militaires, puisqu'il fallait avoir gardé, fixé une frontière intérieure dans le royaume. La notion de guerre n'était pas, autant que je le sache, utilisée dans ce contexte. D'accord, donc en termes finalement de financement de la part de l'État, des mesures, c'est surtout ce cordon sanitaire en fait qui a été pris en charge par le pouvoir central. Oui, pour ce qui est de la gestion sur place locale, c'est-à-dire d'une part le financement de l'accompagnement médical. Donc les malades sont d'abord isolés chez eux et puis ensuite assez rapidement, quand ils commencent à être un peu plus nombreux, on met en place des formes d'hôpitaux extérieurs aux murs des villes, ce qui implique une prise en charge médicale. Et puis tout ce qui est aussi aide et assistance, parce que ces régions étant coupées, le commerce ne fonctionne plus, donc les gens ne peuvent pas naturellement se procurer, comme ils le feraient habituellement sur les marchés, de quoi se nourrir alimentairement. Donc ça veut dire que les municipalités doivent mettre en place des approvisionnements spécifiques, acheter des denrées, etc., pour alimenter les marchés, enfin voilà, mettre en place des routes spéciales, des procédures aussi pour désinfecter les ballots de marchandises avant qu'ils entrent dans la ville. Enfin voilà, il y a toutes sortes de choses, une aide médicale et une aide, je dirais, d'assistance, notamment alimentaire, pour la population. Pour l'essentiel, ça a été fait par les municipalités locales et sur les budgets des municipalités locales, ce qui veut dire que, voilà, ça explique aussi pourquoi les municipalités hésitent avant de déclarer la peste, parce qu'elles savent que l'impact de la peste, financièrement, c'est quand même une catastrophe, parce que ça interrompt l'activité économique de la ville, ce qui veut dire que ça interrompt l'essentiel des ressources fiscales de la ville, qui sont basées sur des taxes prélevées, notamment sur les marchandises qui rentrent et qui sortent, les octrois aux entrées de la ville. Plus de commerce, plus de taxes, donc plus de ressources locales, très peu de ressources locales, et inversement, des charges qui pèsent financièrement sur le budget municipal, qui sont considérables pour venir au secours de la population, tout simplement. Donc ça explique pourquoi les autorités ont toujours une hésitation avant de prononcer le mot fatidique. On va passer à l'axe 2. Vas-y. Bon, ouais. On peut marquer une petite pause si vous voulez voir. Je vais boire un petit coup, oui. Ouais, pas de souci. Tiens. Vas-y, lance. Quel homme. C'est bon. Tiens, est-ce que je peux avoir aussi mon manteau? Je sais pas si j'ai mis mon téléphone en silencieux. Ah oui, moi, oh la vache. Oh, les Le débutants. manteau, c'est celui-là. Je m'en suis rendu compte maintenant. Ouais. Moi, j'ai mis en mode avion pour être sûr. Ça, c'est professionnel de ta part. On voit que Benoît, On voit c'est le ce plus que expérimenté d'entre nous. Ouais, bah, je suis pas sur manteau. Voilà. Top. Alors. Ouais. Oui, c'est pas censé bouger. Alors, de toute façon. non, ça Enfin, Je peux faire là une remarque donc, Oui. en aparté. Donc, sur ce que je viens de vous dire sur la peste, voilà, je sais de quoi je parle, là, j'ai lu un certain nombre de choses, mais voilà, Oui. il faut que ça apparaisse quand même, que je n'apparaisse pas comme étant une spécialiste Oui. de la gestion de la peste. Voilà, j'ai une Oui. certaine compétence parce que j'ai lu et j'ai enseigné sur le sujet, mais je ne suis pas une historienne de la peste et je ne voudrais pas, d'une part... On vous a pas posé des questions non plus trop Non, précises. non, pour, mais je ne partir. voudrais pas, d'une part, je dirais, délégitimer Oui, d'accord, je comprends. le contenu de votre documentaire. Je ne voudrais pas non plus avoir des ennuis avec Oui. certains ou certaines collègues qui me disent bah écoute, t'es intervenu là-dessus, mais enfin, franchement, t'aurais pu me demander. Ah oui, Mmh. pense Voilà, que- parce que c'est quand même moi. Voilà, moi je vous ai suggéré un certain nombre de Ouais. noms.
pour différentes raisons, vous n'avez pas pu, voilà. Mais ça veut dire que faut être prudent là-dessus. On le sera prudent au terme durant le montage, de toute façon, en précisant bien par votre présentation, et puis on vous tiendra au courant de toute façon de ce qu'on gardera, et puis là-dessus, on va être le plus honnête possible. D'accord. Alors, on sort de l'épidémie de peste pour plutôt parler maintenant du contexte éditorial. On va rester sur la deuxième moitié du XVIIIe siècle. D'accord. Donc pour parler plutôt monopole, censure, et puis aussi le piratage, entre guillemets, alors pour utiliser l'expression, enfin le lexique de Robert Tarleton, qui parle de piratage dans son dernier ouvrage. Le terme est tout à fait... approprié. Tout à fait approprié, oui, absolument. Et donc, quels sont les principaux acteurs à cette période du monde de l'édition, et surtout, quel est le poids de ces acteurs centraux de l'édition à l'échelle parisienne, mais surtout à l'échelle ensuite plutôt nationale? Alors, ces acteurs du monde de l'édition, on peut les envisager d'un double point de vue. D'abord, il y a une question de point de vue statutaire. Quel est le profil des éditeurs? Et là, de ce point de vue-là, c'est très clair pour la période moderne. Les éditeurs sont des libraires. Secondairement des imprimeurs, mais fondamentalement, ce sont des libraires. Ce sont donc des individus qui sont engagés dans le commerce des imprimés, dans le commerce des livres. Ils ont donc une vision du marché, des attentes du marché, des besoins du marché, et c'est par rapport à cela qu'ils se lancent dans l'édition. Ils se lancent aussi dans l'édition pour une raison qui est une raison... donc, ils ont une compétence, une connaissance du marché potentiel. Ils se lancent aussi dans l'édition pour une raison, je dirais, de rentabilité de la librairie. Quand on est libraire, on peut acheter des textes, des ouvrages à un éditeur et les revendre au public avec une petite marge de bénéfice. Le problème à cette époque est que la marge bénéficiaire que les éditeurs laissent aux simples libraires détaillants est très faible. Donc, pour obtenir les ouvrages des autres éditeurs et offrir un choix de texte intéressant à sa clientèle, il est beaucoup plus intéressant de se faire soi-même éditeur et en fait de troquer les exemplaires de ses propres éditions avec les exemplaires des autres éditeurs. On propose soi-même ses éditions à prix de fabrique à d'autres éditeurs qui vous vendent en échange leurs propres éditions à prix de fabrique, et à ce moment-là, en tant que libraire, quand on vend non seulement ses propres ouvrages, mais ceux des autres éditeurs, on garde une marge bénéficiaire importante. Il est donc non seulement intéressant, mais quasiment nécessaire pour un libraire de se faire un peu éditeur dès que possible pour garantir ses marges bénéficiaires, parce qu'un libraire qui n'est que simple détaillant, c'est un petit commerçant qui vivote. Tandis qu'un libraire qui s'est fait éditeur, à ce moment-là, peut réellement développer son commerce de librairie et en même temps tirer les bénéfices de ses éditions. Donc il y a ce premier élément qui est le profil général. 90% des éditeurs sont des libraires. Et d'ailleurs, les auteurs au XVIIe et au XVIIIe siècle ne disent jamais « mon éditeur », ils disent « mon libraire ». Mon libraire, ça veut dire « mon éditeur ». Donc ça, c'est le profil socio-professionnel. Ça vaut pour la France, ça vaut pour l'essentiel de l'Europe. Et puis, il y a la question de quel libraire. Et ici, en France, eh bien, le système de contrôle des imprimés qui a été développé par la monarchie en France depuis le dernier tiers du XVIe siècle, et qui, évidemment, comme l'est la monarchie française, repose sur un système centralisé, eh bien, ce système va favoriser progressivement, et même à partir du dernier tiers du XVIIe siècle, de manière, disons, assez outrancière, les
libraires parisiens, les principaux libraires parisiens, qui sont au plus près du système. Ça veut dire qu'ils ont tout simplement, ils ont les mêmes droits que les autres, mais ils ont une longueur d'avance sur les autres. D'autant plus que Paris, la capitale, étant donné sa vie culturelle, ses salons, ses académies, attire forcément toute une partie des auteurs potentiels qui viennent à Paris. Et là, s'ils cherchent un éditeur, bien, ils vont s'adresser à un libraire parisien qui, étant à proximité des centres du pouvoir, en connaît les procédures, pourra obtenir plus facilement. Si jamais vous avez un éditeur provincial qui a été contacté, il peut très bien être doublé par un libraire parisien. Voilà. Donc, les libraires parisiens, de ce point de vue-là, ont été très fortement avantagés. Je dirais que c'est une tendance lourde qui se dessine dès la mise en place du système, avec un système de censure centralisé, autour de la direction de la librairie à Paris, avec une marge qui subsiste encore pour les provinciaux pendant une large partie du XVIIe siècle, notamment pour des rééditions et pour des petites brochures. Et au fil du temps, l'appareil de la censure, je dirais, va encadrer tous les imprimés, et la monarchie va, en quelque sorte, renforcer ce qui est une sorte d'alliance entre elle et un groupe de grands libraires parisiens. Elle va renforcer leur position, disons, protégée, monopolistique, quasiment, plutôt monopole de droit, de fait, que de droit. C'est pas un monopole de droit. Les provinciaux ont bien sûr le droit de faire des éditions, mais le système avantage les libraires parisiens, et la monarchie va avoir tendance à soutenir de plus en plus cet avantage des Parisiens, parce que, en même temps, quand l'édition est concentrée entre les mains des Parisiens, entre les mains d'un nombre d'acteurs relativement restreint, d'abord il est beaucoup plus facile de les surveiller, on sait qui ils sont, on les a sous les yeux, donc pour organiser les visites, les inspections, vérifier qu'ils respectent bien le règlement, c'est plus simple. Et puis comme ils sont très avantagés par le système, eh bien on peut, disons, en attendre une plus grande docilité en les menaçant, évidemment, de les priver de leurs avantages et de leurs privilèges si jamais ils ne respectent pas le règlement. Donc ici, cela aboutit de manière progressive à faire basculer l'essentiel de l'édition entre les mains des Parisiens. On peut estimer, alors évidemment il faudrait refaire des calculs, vérifier, mais on peut estimer que 75 à 80% des éditions sont faites à Paris au XVIIIe siècle, avec des provinciaux quand même qui ne désarment pas et qui réussissent à la fin du XVIIe siècle, par des arrêts du Conseil en 1777, à récupérer un petit espace, une petite marge. Ils réussissent à faire valoir auprès du pouvoir central, du pouvoir monarchique, que éventuellement la concentration à Paris des nouvelles éditions, pourquoi pas, mais quand il s'agit de rééditer pour la 10e ou 12e fois des textes qui sont reproduits à l'identique depuis 200 ans, il est totalement injuste que cela reste l'exclusivité des Parisiens. Et donc, en 1777, la monarchie accepte de, rendre accessible à tout éditeur qui le souhaiterait une série de titres qui sont des titres très courants et qui sont notamment des titres d'ouvrages de dévotion courante, de livres de prière, la journée du chrétien sanctifié par la prière, ce genre de choses. Et à ce moment-là, d'autoriser tout éditeur qui le souhaite, partout sur le territoire français, sur simple déclaration, à pouvoir les éditer et les rééditer en concurrence les uns avec les autres. Voilà. Mais pour l'essentiel du XVIIIe siècle, la production éditoriale et notamment les nouveautés éditoriales viennent des presses parisiennes. Les provinciaux, disons, éditent essentiellement des travaux d'intérêt local. Voilà. Étude d'un érudit local sur l'histoire d'une abbaye locale, qui est commentée dans les revues littéraires comme le Mercure de France, comme ne pouvant intéresser que... Ici, je parle d'un ouvrage sur une abbaye angevine qui a été commenté par le Mercure de France comme une édition qui, dans le fond, ne pourra intéresser que des angevins. Voilà.
Ça peut être une édition provinciale parce que les éditeurs parisiens ne s'intéressent pas à ces créneaux trop restreints. Alors, tu posais une question Pas à un du tout, moment. pas du tout, vas-y. Pour ce qui est pour faire un parallèle avec la presse, donc pour revenir sur la Gazette de Paris qui existe toujours, certainement, à cette période. Ah oui, elle existe jusqu'à la Révolution française et même au-delà. Est-ce qu'on retrouve ce même monopole des presses périodiques centralisées à Paris ou c'est un... Oui, alors oui et non. Alors oui, dans un premier temps, avec un assouplissement après. Donc le principe qui a été posé dans la presse avec la Gazette et qui est poursuivi ensuite, c'est que la monarchie accorde donc en fait un monopole sur un secteur de l'information à un titre de presse périodique. La Gazette a donc le monopole de ce que l'on appelle les nouvelles, c'est-à-dire globalement les événements politiques et quelques faits divers de grande importance. Voilà, donc la Gazette a le monopole des nouvelles. Ensuite, en 1665, notamment sous l'égide de l'Académie des sciences, qui est en train de se développer et qui est soutenue par le pouvoir royal, on a la naissance d'un premier grand périodique scientifique, le Journal des savants, qui va avoir le monopole de l'information scientifique. Ensuite, on va avoir le Mercure galant, 1672, qui est là d'une initiative plus individuelle et privée, qui va obtenir le monopole, alors qui n'est pas vraiment défini en ces termes, mais ça va correspondre, disons, à l'information culturelle et jusqu'à un certain point mondaine. Voilà, nouvelles de la cour et de Paris et nouvelles de la vie littéraire, culturelle et sociale autour de cette vie culturelle. Ce qui, évidemment, limite le champ des possibles, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que de nouveaux titres de presse apparaissent et que chacun d'entre eux obtient un monopole, les espaces pour créer de nouveaux titres de presse sont de plus en plus restreints. Ça veut dire que pour créer un nouveau titre de presse, il faudrait créer une revue, un journal, un périodique sur un domaine très spécialisé. Or, pour que ce titre soit rentable, il faut qu'il y ait suffisamment de clients. Si on réduit le champ et qu'on est de plus en plus spécialisé, on n'a pas suffisamment d'acheteurs, d'abonnés potentiels pour faire vivre un titre. Donc ça explique pourquoi, jusqu'au début du XVIIIe siècle et jusque vers à peu près 1630, le nombre de périodiques en France est extrêmement restreint, parce que chacun a son secteur délimité. Voilà. Les choses évoluent à partir, disons, des années... Allez, on va dire 1740, de façon décisive. Là, on a vraiment une évolution qui est liée à plusieurs facteurs. D'abord, la monarchie a pris conscience que ce système qui lui permettait de contrôler efficacement et précisément le contenu de ses périodiques, on a vu que en échange de ces positions de monopole qui sont très lucratives, évidemment, pour les éditeurs de ces titres, parce que ça leur garantit un bon marché, en échange, ils sont dociles face à la censure. La monarchie s'est rendue compte que c'était nécessaire, à ses yeux, bien sûr, pour la Gazette, pour l'information politique, mais que fondamentalement, pour de l'information scientifique, pour de l'information littéraire, théâtrale, il n'était peut-être pas nécessaire d'avoir, disons, quelque chose d'aussi rigoureux. On pouvait peut-être tolérer, accepter qu'il y ait un peu plus de choix, tout en maintenant, bien sûr, une censure dessus. De toute manière, tout doit être relu par un censeur, filtré en amont avant de paraître. Mais on pouvait accepter une diversité d'opinions dans le domaine culturel, littéraire, scientifique, sans que ça soit dangereux pour la monarchie. Donc, il y a déjà ça qui permet à la monarchie d'envisager, en fait, disons, un système de censure peut-être un petit peu assoupli, pour des périodiques qui soient non politiques. Il y a aussi le fait que la presse périodique se développe quand même, que les Français en consomment et que les Français, faute de trouver en France tout ce qu'ils souhaiteraient, se sont mis à consommer des périodiques étrangers. Et que comme le marché français est quand même un marché important, n'oublions pas que la France est, au XVIIe et au XVIIIe siècle, à peu près la plus grande puissance démographique en Europe. Un Européen sur 5 est un Français. 26 à 28 millions de Français au XVIIIe siècle en France.
même avec un taux d'alphabétisation qui est loin d'être un record en France, cela fait quand même un marché potentiel de lecteurs qui est intéressant. Et comme les périodiques produits en France sont peu nombreux avec ce système de privilèges, eh bien on voit naître sur les marges du royaume des périodiques, notamment quelques périodiques politiques, des gazettes étrangères, Gazette d'Amsterdam, Gazette de Leyde, Gazette d'Utrecht, Gazette de Rotterdam, et puis Journal d'Avignon, Courrier d'Avignon, pardon. On voit aussi naître des périodiques scientifiques, Mémoire pour l'histoire des sciences, publié dans la petite principauté de Trévoux, qui est le concurrent direct du Journal des savants, et qui est publié, je dirais, à quelques kilomètres de l'autre côté de la frontière française. Comme ça, il ne viole pas le monopole du Journal des savants, parce qu'il ne tombe pas sous le coup de la loi française. Il est publié juste de l'autre côté de la frontière, et évidemment, il se vend en France, parce que son contenu n'est pas un contenu qui est politiquement dangereux, religieusement scandaleux, donc il n'y a pas de raison de lui interdire d'être vendu en France. Donc les Français consomment un certain nombre de périodiques qui sont publiés en dehors du royaume de France. La monarchie française veille quand même aussi à soutenir l'économie française. Donc, si on pouvait élargir l'éventail des périodiques publiés en France, ça dynamiserait l'activité éditoriale et le commerce de l'imprimé en France. Donc, ça serait un élément économique important. Et même, et là on en a des traces dans les archives de la direction de la librairie au milieu du XVIIIe siècle, notamment dans un contexte où la monarchie française se réengage dans de très grands conflits européens, voire mondiaux, qui coûtent très cher, la guerre de succession d'Autriche dans les années 1740, la guerre de 7 ans, 1756-1763, et la monarchie française a besoin d'argent, et elle commence à envisager qu'un périodique qui se vend bien peut être taxé. Et que si à ce moment-là, plusieurs périodiques se développent et se vendent bien, on pourra taxer la presse périodique. Donc, pour ces raisons diverses, la monarchie française va, à partir des années 1740, tout en maintenant un monopole vraiment strict sur la gazette et l'information politique. Là, vraiment, le domaine de l'information politique reste très très étroit, pratiquement jusqu'à la Révolution, et même à la Révolution, les quelques périodiques qui ont le droit de reproduire marginalement quelques informations politiques au-delà de la gazette, c'est très peu de choses. Donc là, le contrôle est vraiment extrêmement strict. Mais en dehors de cela, la monarchie va accepter la publication en France d'autres périodiques scientifiques, culturels, professionnels, journal d'agronomie, gazette des tribunaux, journal des dames, journal des enfants, enfin voilà, toutes sortes de revues sur des sujets variés, y compris certains qui vont être en concurrence directe avec des titres qui existent. Alors comment est-ce que ça fonctionne ? Évidemment, la monarchie, disons, ne revient pas en arrière complètement sur ses monopoles. Donc par exemple, le Mercure de France garde son monopole, mais on autorise l'année littéraire. Alors, d'une part, pour autoriser l'année littéraire, qu'est-ce qu'on fait ? On demande à l'éditeur de l'année littéraire de payer, disons, une redevance compensatoire au Mercure de France, puisque l'année littéraire concurrence et empiète sur le monopole de l'année littéraire. Donc elle paye un petit dédommagement au Mercure de France pour compenser la part de marché qui est perdue, et l'année littéraire se soumet elle aussi à une censure, alors qui n'est pas une censure, enfin qui est une censure, une modalité de censure un peu différente, c'est ce que l'on appelle la permission tacite, qui s'est développée depuis les années 1710, les premières traces de permission tacite c'est 1709-1710. Ça veut dire que l'ouvrage est relu par un censeur, toujours, et un censeur royal à Paris, aucun doute là-dessus. Mais il n'y a aucune trace de cette relecture sur l'ouvrage. Tous les ouvrages qui paraissent sous monopole, sous privilège, portent sur la couverture, imprimés dessus, c'est visible pour tout le monde, avec approbation et permission ou privilège du roi. Et à la fin de l'imprimé, on a la reproduction de l'approbation du censeur et de la permission royale. Ça veut dire que la censure n'est pas une censure qui se cache. C'est une censure qui est totalement assumée par le pouvoir royal comme étant un rôle de protection de la société contre le venin des mauvais discours. Donc la monarchie française assume
cette censure et les censeurs signent leur approbation et le nom du censeur est imprimé sur l'ouvrage. Voilà, ça c'est les permissions officielles des ouvrages privilégiés par la monarchie. Et à côté de ça, donc le Mercure de France a cet appareil qui le garantit. L'année littéraire est autorisée à paraître. Elle est donc relue par un censeur qui en vérifie le contenu et qui empêche, je dirais, qu'elle dépasse certaines bornes. Mais cette relecture n'apparaît pas sur l'ouvrage et même sur la page de titre, on indique une adresse étrangère à, alors je sais plus si c'est à Londres ou à Amsterdam, et se vend à Paris chez. Donc on donne l'impression que celui qui est réellement l'éditeur de l'année littéraire n'en est en fait que le libraire et qu'on l'a importé de l'étranger. C'est une fiction qui, disons, dégage la responsabilité du roi pour le cas où un scandale serait déclenché, parce qu'il peut y avoir une réaction. Voilà. Donc on va élargir la possibilité de paraître avec ce régime. Ce régime de permission tacite par rapport au monopole a aussi l'avantage pour la monarchie, c'est que de toute façon il y a une relecture par un censeur. Donc là, de ce point de vue-là, la monarchie est garantie. Mais quand la monarchie a donné un privilège, comme je viens de le dire, elle s'est engagée avec une lettre royale. Nous, Louis, roi de France, permettons à notre fidèle sujet de... Donc il y a un engagement du roi. Ça veut dire que si jamais il y a un scandale, un problème, c'est gênant pour la monarchie de révoquer le privilège. Parce qu'à ce moment-là, le roi apparaît comme s'étant trompé. On n'est pas dans une monarchie de négociation et de discussion. Un monarque absolu de droit divin ne se trompe pas. Alors bien sûr, il y a toujours un discours qui accompagne. La bonne foi du roi a été surprise, voilà. Bon. Mais quand même, c'est toujours très gênant de révoquer un privilège. Tandis qu'une permission tacite, s'il y a le moindre incident, moindre scandale, la moindre rumeur, etc., on supprime la permission tacite du jour au lendemain. De toute façon, elle est restée tacite. Elle n'est même pas censée exister. Alors évidemment, l'éditeur, lui, il a un document qui atteste qu'il a la permission tacite. Mais sur l'imprimé, le public n'en est pas informé. Donc, on peut du jour au lendemain révoquer la permission tacite, voilà, saisir les exemplaires chez l'éditeur qui est prévenu, qui le sait. La permission tacite peut être révoquée et éventuellement, à ce moment-là, il peut se retrouver saisi. Donc ça l'incite à être quand même prudent, voilà. Mais avec ce régime, cela permet effectivement d'accepter un choix d'auteur-titre et on le voit très très bien dans je dirais, l'éventail de la presse française. À partir des années 1740, il y a une forte accélération. C'est combiné en plus, disons, à une démarche, cette fois-ci plus économique de la part des éditeurs de presse, qui ont passé des contrats avec la Poste pour mettre en place un système d'abonnement postal qui permettait de diffuser les journaux à l'échelle du territoire national avec un coût de transport qui était le même dans toutes les régions. Parce qu'il faut comprendre que jusque vers 1740, quand on envoyait un courrier ou un journal, plus on l'envoyait loin, plus le prix du transport augmentait. C'est ainsi qu'au milieu du XVIIe siècle, la Gazette de France, on paye l'abonnement 10 livres à Paris, ça c'est le prix de l'abonnement acheté directement chez l'éditeur. À Aix-en-Provence, c'est 35 livres, 3 fois et demi plus cher quand même, pour être abonné à la Gazette. Donc il y avait ici quand même un problème qui était lié aux frais postaux, et à partir des années 1740, un certain nombre d'éditeurs de presse, disons, font la démarche de négocier avec la Poste des systèmes d'abonnements postaux qui permettent de lisser ces tarifs sur l'ensemble du territoire, et ça leur ouvre un marché beaucoup plus large. Donc l'ensemble de ces facteurs se combinent pour permettre le développement d'une presse, d'une presse plus diversifiée, en contenu, c'est vrai, mais politiquement, aucun pluralisme. C'est clair. Il y a la Gazette de France, il n'y a pas d'autres discours publiés en France sur le plan politique. Merci. Ouais, alors j'ai une information et quelques questions. Il est 15. 15h15 Ah, déjà, oui. Ouais. Donc vous avez cours à 15h30 en fait. Alors je n'ai pas cours à 15h30, mais je n'ai réservé la salle que jusqu'à 15h30. Okay. Donc il peut y avoir quelqu'un qui va arriver. Ok, donc je ne sais pas si tu elle vois est libre comment après. le truc.
Et j'ai cours à partir de 16h de toute manière, mais il y a peut-être quelqu'un qui va arriver. Oui. Est-ce qu'on continue encore 10 minutes à ce moment-là? Oui, si vous le souhaitez, oui. Alors, C'est-à-dire que t'as une question, j'imagine, et j'en ai une aussi. Oui. Ouais. Donc, J'en ai même deux, mais je vais en choisir qu'une finalement, puisque du coup, voilà, on est pressé par le temps. Je sais pas si tu comptais en parler, mais tout à l'heure on parlait d'un historien de l'information. Darnton. Robert Darnton, oui. Non, un autre en off quand on était en train de discuter, qui disait que jamais l'information n'a été. Ah oui, je vais pas trouver si. ça. Ah oui, mais alors là tu passes à l'axe suivant. Ah ouais, bon alors non, ouais. du coup je vais poser l'autre question du coup. Mhm. Est-ce que les moyens de taxation, par exemple en période de conflit, c'était aussi un moyen pour l'État de faire sa propre propagande aussi, en disant qu'en taxant, c'était aussi un moyen de s'assurer le soutien des groupes, pas des groupes médiatiques, mais des gazettes et des imprimés. Pas au XVIIIe siècle. D'accord. Clairement pas au XVIIIe siècle, ça n'est pas nécessaire, puisque tout est en fait contrôlé par l'État, par un système qui est un système de permission ou de privilège. Donc il n'y a pas la nécessité, disons, de peser sur la presse, puisque de toute façon, tout est censuré. Voilà. C'est seulement à partir de la Révolution française et à partir de la fin de la Révolution française, avec l'invention du timbre, du droit de timbre, qui pèse sur chaque feuille de périodique à partir de la fin de l'année 1797. Et ce droit de timbre qui va être repris par les régimes successifs au XIXe siècle et qui va durer jusqu'à la liberté d'impression en 1881, que ce droit de timbre va devenir à la fois un moyen pour l'État, disons, de faire rentrer de l'argent dans les caisses, mais aussi pour l'État, en modulant le droit de timbre et en soulageant certaines feuilles du droit de timbre, eh bien, de soutenir des feuilles officielles, gouvernementales, et disons d'handicaper, en rendant la publication plus chère et la diffusion plus limitée, d'handicaper des feuilles d'opposition. Je précise que ce mécanisme d'usage de taxes qui augmentent le coût du périodique et qui peuvent le gêner, le freiner, est quelque chose qui, en revanche, dès le XVIIIe siècle, a commencé à être mis en œuvre par le gouvernement anglais, en Grande-Bretagne, parce que, à partir de 1695, le gouvernement anglais, lui, avait renoncé à la presse officielle unique, ce qui était d'abord la Gazette d'Oxford, puis la Gazette de Londres, qui était la Gazette anglaise. Et à partir de 1695, le gouvernement anglais a abandonné ce qu'on appelait le Licensing Act, donc la loi d'autorisation, c'est-à-dire en fait la loi de censure, il faut bien le dire. Et à partir de là, le gouvernement n'a plus cette lecture préventive de tout ce qui paraît. Il n'y a plus de censure préventive, donc le gouvernement cherche des moyens d'encadrer, freiner, limiter, poursuivre ensuite. Et le gouvernement anglais, à plusieurs reprises au cours du XVIIIe siècle, a effectivement testé cette méthode de taxation, en modulant la taxation pour, freiner la diffusion de certaines feuilles d'opposition. Voilà. Mais pour la France, ça date de la fin de la Révolution. Ma question, c'est que donc la majorité des imprimés, si ce ne sont tous les imprimés, sont donc sous le joug d'une censure préventive, oui, ou d'une permission tacite qui laisse quand même une certaine... Là, c'est aussi une censure préventive. Tout, alors, ça c'est l'idéal. Évidemment, il y a une certaine production clandestine, toujours. Mais le principe est que tout texte, avant d'être imprimé, y compris les textes les plus élémentaires, comme des affiches annonçant un spectacle de théâtre, tout texte, avant d'être imprimé, est relu par un censeur. Absolument tout. Donc ma question est la suivante, c'est que si l'information politique, entre guillemets, est aussi verrouillée par la monarchie, est-ce que finalement ce qui n'est pas le plus déstabilisant pour la monarchie, c'est l'information scientifique et la circulation, la popularisation des grandes découvertes scientifiques qui ont été permises par l'essor des sciences durant l'ère moderne? Ça ne me paraît pas évident, dans la mesure où de toute manière l'information scientifique, là aussi, est de toute façon filtrée comme toute information avant d'être publiée en France.
et dans la mesure où la monarchie se pose très clairement en tant que protectrice de l'Académie des sciences, comme, disons, appuyant, soutenant, aidant toutes ces découvertes scientifiques. Donc, il n'y a pas de raison que la monarchie soit déstabilisée par les progrès scientifiques qui sont faits. L'encyclopédie, cette grande œuvre, a fini par être, disons, mise en cause. Mais l'encyclopédie, dans ses premiers volumes, est publiée sous privilège royal. Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc la monarchie soutient absolument les travaux scientifiques et la publication des résultats de ces travaux scientifiques, qu'il s'agisse du domaine médical, du domaine astronomique, du domaine physique, du domaine agronomique. Voilà. Donc non, la monarchie ne me semble pas mise en difficulté par l'information scientifique. Alors, j'ai une question subsidiaire par rapport à ça. C'est en dehors de facteurs objectifs économiques, sociologiques, socio-économiques, qu'est-ce qui a déstabilisé idéologiquement la monarchie pour aboutir à la Révolution? Alors ça, c'est une grande question. C'est-à-dire notamment, je pense... Au livre philosophique? Je pense évidemment à la philosophie des Lumières. Alors, oui, bien sûr, mais parce que là, les questions que vous m'avez posées des questions sur ce qui est publié en France. Maintenant, ne circule pas, et ce qui est publié légalement en France. Or, il n'y a pas que ce qui est publié légalement, ni que ce qui est publié en France, qui circule en France. Il y a des publications, à la fois de presse périodique, mais aussi de brochures et d'ouvrages, qui sont faites donc aux marges du royaume, à la fois par intérêt économique, parce que comme je l'ai déjà dit, le marché français est un gros marché potentiel pour la lecture, pour l'imprimer, et aussi dans une démarche qui est une démarche militante pour défendre et diffuser un certain nombre d'idées en France. Donc par exemple, Montesquieu n'a pas soumis l'esprit des lois à un censeur royal, parce qu'il savait que certains passages de réflexion sur les modèles politiques et le meilleur régime politique pourraient ne pas être appréciés. Et donc, pour éviter des coupures, il est allé faire imprimer son ouvrage en Suisse. Il a aussi eu la prudence de ne pas mettre son nom sur la page de titre, même si, disons, dans les cercles bien informés, on savait que c'était Montesquieu, le magistrat du Parlement de Bordeaux, qui avait rédigé cet ouvrage. Mais ça n'était pas de notoriété publique et il n'y avait pas de preuves. Donc, il était lui-même un juge, un magistrat. Il savait que, pour pouvoir poursuivre quelqu'un, il faut quand même pouvoir prouver le délit. Et il avait fait attention à ne pas laisser traîner de preuves sur le sujet. Donc, il est allé se faire imprimer aux marges du royaume. Et ensuite, un certain nombre d'exemplaires sont entrés dans le royaume, sachant que l'entrée de ces exemplaires dans le royaume est en partie une entrée qui peut être clandestine, mais aussi en partie une entrée qui peut être autorisée. Il faut bien comprendre que la monarchie française, par rapport à des textes qui peuvent être des textes parfois gênants, audacieux, subversifs, a une démarche de censure qui, pour certains textes très dangereux et qui lui paraissent scandaleux, est une censure complète. Ça ne passe pas, c'est absolument refusé. Dans d'autres cas, la censure sera une censure clairement sociale, avec l'idée que certaines idées peuvent être lues et débattues par une certaine élite, à la fois sociale et intellectuelle, qui, je dirais, a suffisamment d'esprit critique pour débattre de ces idées de manière intelligente et intéressante, sans avoir envie de renverser le régime, puisqu'ils sont bien placés dans cette société. Ils en sont les principaux bénéficiaires. Il n'y a donc pas de raison de les empêcher complètement de débattre de certaines idées. C'est pourquoi certains ouvrages qui, de cette manière-là, sont imprimés aux marges du royaume, rentrent ensuite dans le royaume avec une autorisation, et parfois, en fait, on accepte l'entrée d'un certain nombre d'exemplaires dans le royaume, et parfois, tout simplement, on demande au libraire d'indiquer la liste de ses clients. Et il y a les clients autorisés, ceux qui peuvent venir retirer l'exemplaire. Voilà.
Donc il y a 150, 200, 300 exemplaires qui rentrent et la liste des clients autorisés. Donc il y a certains exemplaires qui vont rentrer complètement clandestinement et qui vont être vendus ce que l'on appelle sous le comptoir, discrètement, sous le comptoir ou sous le manteau. Et là on est vraiment dans le clandestin avec des risques de poursuites graves. Mais il y a aussi ces ouvrages qu'on laisse rentrer dans le royaume. Alors l'encyclopédie, elle a donc été interdite. Maintenant elle a continué à être éditée. Et il y avait ceux qui s'étaient engagés, les souscripteurs de l'encyclopédie. Eh bien, on a autorisé discrètement, tacitement, là encore, la distribution des derniers volumes aux acheteurs qui avaient déjà été payés pour. Voilà, donc ceux qui s'étaient engagés pour acheter l'encyclopédie, ils ont bien eu leur encyclopédie complète, y compris tous les volumes qui étaient parus après la révocation du privilège, la condamnation pontificale, la condamnation par le Parlement, etc., etc. C'était un livre qui était strictement interdit, mais on l'a quand même servi aux acheteurs qui avaient souscrit pour. Tout simplement parce que, étant donné le prix que coûtait cette encyclopédie, c'était quand même plusieurs centaines de livres, ça équivalait à, disons, 2 ou 3 ans d'un salaire ouvrier, voilà. On savait que voilà, c'était des lecteurs d'abord qui avaient un certain poids social, et puis ça n'allait pas être l'ouvrage qui allait provoquer une révolte populaire à large échelle dans le royaume. Voilà. Pour revenir du coup rapidement sur les listes dont vous parlez, c'est très intéressant. Comment elles sont définies pour savoir pour tel ouvrage alors, quel profil social, est-ce que ça déplace largement la noblesse? Ça peut être aussi l'élite bourgeoise. Oui. Je ne saurais pas vous dire exactement comment c'est défini. C'est défini, à mon avis, d'après ce que j'en ai vu, parce que moi j'en ai vu un certain nombre de ces listes en fait. Ces ouvrages qui sont donc imprimés à l'étranger rentrent ensuite en France, et notamment vers le marché parisien. Ils sont donc saisis et arrêtés, comme tout ce qui rentre dans Paris, aux entrées de Paris. Non seulement il y a la lecture préventive par des censeurs de ce qui est publié en France, mais tout ce qui est importé en France comme imprimé est aussi relu, et le mécanisme est simple. Comme le principal marché des imprimés, c'est dans les villes, qu'est-ce qu'on fait? Aux portes des villes, comme de toute façon, il y a le passage de l'octroi, on arrête tous les ballots de marchandises et on vérifie s'il y a des imprimés dedans. Et quand il y a des imprimés dedans, on vérifie qu'ils ont été autorisés par les autorités. Et sinon, on les arrête jusqu'à ce qu'ils aient été relus par un censeur et autorisés. Donc, moi j'ai travaillé sur ces registres d'arrêt à l'entrée de la ville de Paris. Voilà, il y en a toute une série, jour après jour. Voilà. Et on voit bien des ballots de livres qui ont été retenus. Et puis vous avez le libraire qui va voir la direction de la librairie, qui explique, qui dit, on m'avait dit que je pourrais en faire venir tant d'exemplaires, voilà, ça y est, ils sont arrivés, est-ce que je peux commencer la distribution? Et là, on donne l'autorisation de distribution, et parfois, au verso de la page ou sur une feuille qui est rajoutée dans le registre, on a la liste. Voilà. Et à ce moment-là, ce sont en fait les personnels des douanes à l'entrée de la ville de Paris qui vont attribuer les exemplaires au fur et à mesure, ou bien, parfois, le ballot sera redonné au libraire qui distribuera les exemplaires. Donc, ça doit se faire par une négociation entre le libraire-distributeur et la direction de la librairie. Voilà. Maintenant, sur quel terme exactement, je ne saurais pas le dire.